Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel exo de colle numéro 19 et aujourd'hui nous allons attaquer l'exercice suivant. Si on a un polynôme à coefficient complexe qui est non constant, on demande à montrer que toute racine de P' est dans l'enveloppe convexe des racines de P. Donc voilà, n'hésitez pas à faire pause pour y réfléchir d'abord de votre côté. Ok, alors ce résultat est un théorème dû à Gauss-Lucas. Donc c'est un théorème qui assez important, qui permet de comprendre le comportement des racines au fur et à mesure des dérivations, ce qui est quand même assez étonnant, si on veut, puisque bon, on ne s'attendrait pas forcément à ce qu'il y ait une aussi bonne, enfin en tout cas un comportement assez compréhensible, des racines de la dérivée par rapport aux racines du polynôme de départ. C'est quand même, voilà, ça devrait être assez surprenant. Alors il y a un pendant aussi dans les réels, qui dit que si on a un polynôme P qui admet des racines réelles, alors P' admet aussi des racines réelles, et en plus de ça, les racines sont entrelacées. On en parlera à la fin de la résolution, mais c'est tout aussi intéressant. Et vous verrez que la résolution dans le cas réel n'est pas tout à fait la même, puisqu'on est capable de dire un peu plus de choses. Entrelacé, c'est quand même encore plus fort que juste dire que c'est dans l'enveloppe convexe. Donc c'est quand même... voilà. Ok. Alors je dois juste vous rappeler quand même ce que ça veut dire être dans l'enveloppe convexe d'un ensemble de points. Donc je vais faire ça. Si j'ai Z, enfin si j'ai X, un ensemble de points, un ensemble d'éléments, donc X1, Xn, un ensemble de points, de points, de vecteurs, tout ce que vous voulez. Ok. Alors l'enveloppe convexe qu'on note conv de X, en fait c'est l'ensemble des combinaisons linéaires lambda i xi telles que d'une part les lambda i sont positifs et d'autre part la somme des lambda i vaut 1. Voilà, donc c'est ça être dans l'enveloppe convexe d'un ensemble de points, d'un ensemble d'éléments. Ok ? Et donc là, notre but, c'est de montrer que si je prends une racine de P', on doit être dans l'enveloppe convexe de P. Ok, alors on est parti pour la résolution, maintenant on va proprement parler. Alors pour cela, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le fait que tout polynôme est scindé dans C. Donc on utilise le théorème d'Alembert. De d'Alembert-Gauss, pour être plus précis. D'après le théorème de d'Alembert-Gauss, nous avons que P peut s'écrire sous la forme d'une constante fois le produit pour i allant de 1 à n, disons, de z moins zi puissance alpha i. Mi, pardon. Ouais, ouf, alpha i, à vrai dire, ça change rien. Où C est la constante dominante, donc le coefficient dominant du moins. Zi, c'est une racine, hein. Donc ça forme les racines de P. Et alpha i, c'est la multiplicité de la racine Zi. Ok. Et nous, on va s'intéresser, à partir de cette écriture, on va s'intéresser au quotient suivant, P' sur P. Ok. Alors P' sur P, si je regarde, donc il y a quelque chose qui va se passer dans cette fraction, c'est qu'il va y avoir quelques
produits qui vont se simplifier, donc notamment le coefficient dominant qui va rester en partie, mais on a aussi autre chose. Dans les produits, si ZI est une racine de multiplicité alpha i plus grand que 2, alors ZI est aussi une racine de P' de multiplicité alpha i moins 1. Ceci implique qu'on va avoir des simplifications qui vont nous rendre un polynôme où toutes les racines sont simples au dénominateur. Donc ce qu'on va obtenir, c'est la chose suivante. En bas, on va avoir le produit pour i allant de 1 à n des z moins zi, tout simplement. Il n'y a plus de alpha i. Et en haut, on va se retrouver avec probablement une constante. La constante, on pourrait deviner par rapport au degré du polynôme. En fait, c'est juste ça. Et, mais je ne l'écris pas, fois le produit pour i allant de 1 à m. Je change d'indice parce qu'il se peut qu'il y ait un peu moins de racines après avoir simplifié les zi. De z moins zeta i puissance mu i. Donc, il faut que j'introduise maintenant les différentes choses que j'ai mis. Alors la première, le gamma, c'est juste une constante de simplification. Donc gamma, c'est égal à... en fait, ça va être égal au degré de P. Tout simplement, par dérivation. Donc si vous dérivez le coefficient dominant, enfin ce qui se passe pour le monôme dominant, vous allez avoir le degré qui va sortir fois le coefficient dominant, donc ce qui va rester c'est juste le degré de P, rien de particulier. Les zeta i sont les racines de P' qui ne sont pas racines de P. Et les mu i, ce sont les multiplicités de ces racines. Ok? Alors, vous pourriez avoir un doute sur ce que j'ai écrit en vous disant, mais pourquoi les racines de P' peuvent être multiples sans pour autant que le polynôme de départ a des racines multiples? Je vais vous donner un petit exemple et vous allez comprendre très vite pourquoi. Si je vous donne le polynôme suivant, z puissance n moins 1, vous allez pouvoir voir que ce polynôme est scindé à racine simple. Donc lui est scindé à racine simple. Ok? Alors que, si vous regardez P', là vous avez qu'une seule racine, et racine, et scindé, mais avec racine, une seule racine multiple, et n'admet qu'une racine qui est z égale 0 de multiplicité n-1. D'accord, donc voilà un exemple qui vous met en avant qu'il est possible que dans la dérivée, les racines de P' qui ne sont pas celles de P peuvent être multiples. D'accord, donc c'est tout à fait possible d'avoir des multiplicités plus grandes que 2, 3, etc. Voilà. Donc voilà l'exemple. Bon, très bien. Donc voilà ce qui se passe. Et maintenant qu'on a un polynôme juste avec des... juste avec un produit de racines simples, donc là ça veut dire que notre fraction n'a que des pôles simples, d'accord? Eh bien on effectue la décomposition en pôles simples. Alors j'ai juste oublié de mentionner ce que j'ai fait exactement ici. Donc je l'ai dit à l'oral mais je ne l'ai pas écrit. J'ai joué juste sur les multiplicités des ZI. Et ce que j'entends par là, c'est que si ZI est racine de multiplicité alpha i plus grand que 2 de P, alors ZI est racine de P' de multiplicité alpha i moins 1.
Et donc ça veut dire que si je devais écrire la vraie décomposition de P', je devrais mettre des Z moins ZI puissance alpha I moins 1. Et c'est ça qui se simplifie. Ok, bon, espérons avoir été un peu plus clair là-dessus. Très bien. Maintenant que j'ai introduit un petit peu toutes les notations, je vais pouvoir effacer un peu et je vais continuer en justement décomposant ma fraction en pôle simple. Donc là je décompose en pôle simple. Et donc la décomposition en pôle simple, qu'est-ce que ça va me donner? Ça va me donner la somme pour i allant de 1 à n de bêta i sur z moins zi. Ok. Pourquoi j'ai pas de partie entière? Parce que le degré de P', il est plus petit strictement au degré de P. D'accord? Donc comme on a ça, on ne peut pas avoir partie entière, et même après simplification, les degrés se comparent toujours de la même manière, donc il n'y a pas de problème. On se retrouve bien avec ce type de décomposition. Alors maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est quelles sont les valeurs de bêta i? D'accord? Il se trouve que les valeurs de bêta i, en fait, ce sont les multiplicités des racines. Alors, comment on peut faire pour le prouver? Bon, pour le prouver, je pense que la manière la plus simple à faire, c'est de voir cette division et de remarquer qu'on a affaire à quelque chose qui serait la dérivée d'une certaine fonction. Ok? Alors oui, pour ceux qui n'ont pas encore vu les dérivées sur les nombres complexes, des choses comme ça, bon, je peux comprendre que ça paraisse un peu louche, mais je vous assure que c'est la méthode la plus efficace. Après, je ne dis pas qu'il est impossible de le trouver autrement en jouant avec la décomposition en élément 5 qu'on a là. Je ne dis pas que c'est impossible. C'est juste que ça va être plus facile et plus rapide de voir ça comme ça. Donc en fait, si je regarde ln de P, en me permettant, et en plus, ça serait une question à se poser, est-ce que le logarithme pour les nombres complexes existe? La réponse est oui, à condition qu'on se ramène à un ouvert bien précis. Je ne vais pas rentrer dans ce genre de détails, mais en tout cas, si je joue avec le logarithme de P, P s'écrit comme ça. Et si je décompose un tout petit peu, je vais avoir ln de C, puis plus la somme pour i allant de 1 à n de alpha i ln de z moins zi. Ok? Donc si j'utilise le logarithme, on a ça. Et si je dérive, par rapport à z, ce que j'obtiens, c'est P' sur P est égal la constante dégage, et là je vais avoir le dérivé du ln, donc c'est 1 sur la dérivée de ce qu'il y a, à l'intérieur sur ce truc-là, et on se retrouve bien avec somme pour i allant de 1 à n des alpha i sur z moins zi. Vous voyez que c'est quand même une méthode bien efficace pour déterminer les coefficients dominants dans ce cas précis. Ça ne marche pas pour tous les cas, mais dans ce cas précis, c'est très utile. Après, je pense que rien n'empêche de faire une preuve par récurrence, des choses comme ça, pour déterminer ce qui se passe pour chacun des coefficients ici. On pourrait, ou alors on pourrait, comme j'ai dit, décortiquer ce qui se passe ici. Ça pourrait être aussi une autre façon de faire. Mais bon, moi je vais préférer vous en parler de cette manière-là, en vous disant, voilà une autre façon d'essayer de déterminer des coefficients quand on a des fractions d'une certaine forme. Donc voilà comment ça peut marcher. Donc en effet, les bêta i sont des alpha i, et donc comme ce sont des alpha i, ça va être important pour tout à l'heure, ce sont des entiers naturels non nuls. D'accord? Donc ça va être important. Ok. Bon, on a fait pas mal de petites choses là, pas mal de petites simplifications. On a réussi à décomposer P' sur P. Pour l'instant, on ne voit pas encore le lien, mais on y arrive avec le fait de montrer que les racines de P' sont dans l'enveloppe convexe. Alors, je vais m'occuper tout de suite d'un cas trivial. Si
je prends z égale 1 des zi racine de p et de p'. Bon, ça c'est un cas trivial puisque je pense que c'est assez clair que zi s'écrit 1 fois zi plus la somme du reste, donc j allant de 1 à n, j différent de i, de 0 fois zj. Et si on regarde la définition d'enveloppe convexe, on a bien tous les coefficients qui sont positifs et la somme des coefficients vaut 1. Donc, ça marche, zi est bien dans l'enveloppe convexe des zi. Je pense que c'est assez clair, c'est un exemple assez simple. Ok, maintenant la chose la plus importante, c'est quand on travaille une racine de p' qui n'est pas une racine de p. Donc si z égale zeta i, c'est là où ça va être important. C'est-à-dire que je travaille une racine de p' qui n'est pas racine de p. Bon, eh bien p' sur p, donc p' de zeta i sur p de zeta i, c'est égal à 0. D'accord? Et sans problème, parce que p de zeta i est non nul. Il n'y a vraiment aucun souci. Et de l'autre côté, j'ai cette somme-là. Donc je vais l'écrire. J'ai la somme pour i allant de 1 à n, c'est alpha i sur... Ah oui, peut-être pas i, j. De 1 à n de alpha j, zeta i moins zj. Donc je me retrouve avec ça. Alors maintenant, je vais manipuler un petit peu cette égalité afin de faire intervenir des combinaisons comme on l'a vu ici, là. Mais ça va être un petit peu plus compliqué. Donc, ce que je peux faire dans un premier temps, c'est jouer avec le conjugué. Donc je multiplie par le conjugué en haut et en bas de chacune des fractions. Hein. Et en faisant ça, je me retrouve avec la somme pour j allant de 1 à n de alpha j sur le module de zeta i moins zj au carré, le tout fois zeta i bar moins zj bar. D'accord? Donc là, j'ai multiplié par le conjugué en haut et en bas de ma soustraction. Et en multipliant par le conjugué, je me retrouve avec le module au carré en bas. Et en haut, le conjugué d'une différence, c'est la somme des... Enfin, c'est la différence des conjugués. Voilà. Bon. Ok. Alors, si je manipule maintenant l'égalité qui me dit que 0 est égal à ça, je me retrouve avec la somme pour j allant de 1 à n des alpha j sur zeta i moins zj carré, le tout fois zeta i est égal à la somme pour j allant de 1 à n des alpha j sur... Alors j'ai oublié de mettre le bar, je vais laisser le bar pour l'instant, mais il va sauter très vite. Donc du module, c'est le module ici, hein. J'ai mis des barres de parenthèses, mais c'est des modules. Donc de zeta i moins zj carré, le tout fois zj bar. Donc on se retrouve avec cette égalité juste en développant la somme là, et puis en mettant à gauche et à droite de cette égalité les bonnes choses. On a cette égalité là, et cette égalité là, je peux faire sauter les conjugués. Hop. D'accord? Donc conjugué, il n'y a aucun problème. Et ce qui me permet aussi de faire sauter les conjugués, c'est le fait qu'on a vu que les alpha j étaient des entiers naturels non nuls. Ce ne sont pas des complexes. Donc du coup, je peux bien faire sauter les conjugués comme je le souhaite. Il n'y a pas de problème. Bon. Et puis, il n'y a plus qu'à diviser. Alors, faisons ça. Je me retrouve avec zeta i qui est égal à la somme pour j allant de 1 à n. Alors, vous pourriez vous poser la question, est-ce que j'ai le droit de diviser? La réponse est oui. Puisque ça sera non nul. Donc, au carré, c'est non nul. Et puis, les alpha j, il y en a au moins un qui est non nul. Donc, cette somme-là est non nulle. Donc, j'ai bien le droit de diviser. Donc, je fais somme pour j allant de 1 à n des alpha j sur zeta i, je vais y arriver là, zeta i alpha j sur module de zeta i moins zj carré. Mais chacun des coefficients vont être divisés par cette somme là.
donc 1 sur S, disons, je vais l'appeler S pour simplifier, donc fois 1 sur S fois ZJ. Et j'affirme que j'ai terminé, parce que tous ces coefficients-là sont positifs, donc or alpha j sur zeta i moins zj carré fois 1 sur s, c'est toujours positif. Et d'autre part, si je fais la somme de ces coefficients, donc de alpha j sur zeta i moins zj carré, le tout fois 1 sur s, ben je m'en trouve avec s sur s, hein, puisque le 1 sur s je peux le mettre en facteur, s sur s ça me donne 1. Donc j'ai bien les conditions qu'il faut pour être dans l'enveloppe convexe. Donc, terminé, zeta i appartient à l'enveloppe convexe des ZI. Et voilà, un exercice rondement mené. Ok? Bon voilà. Encore une fois, je le répète, pour avoir ces coefficients devant z moins z, enfin pour chaque pôle là, je pense qu'il doit y avoir moyen de le faire sans passer par le logarithme, cette idée de logarithme. Mais bon voilà, je voulais juste vous montrer une autre technique qui permet de déterminer des coefficients, et bon voilà, c'est bien pratique. Ok, alors j'aimerais juste prendre encore quelques minutes pour vous faire un cas particulier si les racines de P sont réelles. Donc d'ailleurs, une conséquence directe, c'est en effet si les racines de P sont réelles, alors les racines de P' sont réelles. Ça, c'est une conséquence directe. Hein. D'accord ? Ce qui pourrait ne pas être si évident que ça, hein. Je pense. Au départ, on pourrait se poser quand même la question, est-ce que si j'ai des racines, si P a des racines réelles, est-ce qu'il est possible que P' ait des racines complexes non réelles? Ça aurait pu être une question quand même pas si évidente à poser. Hein. Bah là, maintenant, avec ce résultat, on peut l'affirmer. Hein. Donc, c'est un corollaire. Si P n'a que des racines réelles, alors P' aussi. Ok. Alors je veux juste parler d'un autre truc, comme j'ai dit, le fait que les racines de P et de P' sont entrelacées. Alors qu'est-ce que ça veut dire entrelacées? Bah, si je note, donc, supposons que P n'a que des racines réelles. Et ces racines réelles, on va les noter Z1 inférieur ou égal, donc on va les mettre dans l'ordre, inférieur ou égal à Z. Et là, je vais faire exprès de mettre Zn plus 1 en disant que le polynôme est de degré au moins 1, puisque je veux un polynôme non constant. D'accord? Donc voilà. Si j'ordonne les racines de P, et puis bah, si je mets donc, soit P', donc là on sait que maintenant P' n'a que des racines réelles, ok? Donc soit les racines de P', comptez avec multiplicité, hein, on peut avoir des égalités dans les inégalités. Hein. Donc supposons que les racines de P', et on les ordonne également, donc on va dire z à 1 inférieur ou égal à, jusqu'à inférieur ou égal à z à n. Ok? Eh bien j'affirme donc qu'on peut montrer que en fait on a z1 qui est inférieur ou égal à z1, qui est inférieur ou égal à z2, qui est inférieur ou égal à z2, qui est inférieur ou égal à z3, ainsi de suite, jusqu'à zn inférieur ou égal à zn, inférieur ou égal à zn plus 1. Donc c'est ça justement de dire que les racines sont entrelacées. De P et de P' sont entrelacées. Alors n'hésitez pas à faire une petite pause si vous voulez y réfléchir en plus, hein, ce petit exercice. Alors ce petit exercice, la résolution n'est pas du tout la même que celle qu'on vient de faire avec le théorème de Gauss-Lucas.
Ça utilise un petit peu moins d'outils, enfin en tout cas un petit peu moins d'outils aussi lourds que ça n'a été pour ce théorème. Là ici, il va falloir utiliser le théorème de Rolle, et en fait il va falloir distinguer des cas, et notamment deux cas de figure, si toutes les racines, donc on va s'intéresser essentiellement au cas où les racines de P sont toutes simples. Donc supposons que les racines de P sont toutes simples. On va s'intéresser essentiellement à ce cas-là, et les racines multiples, bah, ça va nous donner, enfin, vous verrez que c'est assez simple d'avoir le cas des racines multiples une fois qu'on a le cas des racines simples. Donc supposons qu'elles sont toutes simples, donc ça veut dire que les inégalités là sont des inégalités strictes. D'accord? Donc ça veut dire ça. Bon, bah, le théorème de Rolle, il nous dit quoi? On a P qui est un polynôme. Donc P est un polynôme. Comme c'est un polynôme, bah, c'est dérivable. Hein. Donc, dérivable sur R. Continue, dérivable sur R. Ok? On rappelle les hypothèses pour Rolle. Et puis, bah là, Z1. Si je regarde par exemple Z1 et, bon, disons ZI et ZI plus 1, si je regarde ZI et ZI plus 1, je sais que P de ZI, c'est égal à P de ZI plus 1, qui est égal à 0. Qu'est-ce qu'on conclut? Eh bien, Rolle nous dit, et je vais directement l'appeler zeta-i, hein, Rolle nous dit qu'il existe zeta-i, appartenant à l'intervalle ouvert ZI, ZI plus 1, tel que, eh bien, P' de zeta-i est égal à 0. Et donc là, en ayant fait ça, bah, je viens de montrer que on a ZI inférieur à zeta-i inférieur à ZI plus 1 pour tout i. Bon, et puis bah, en faisant ça sur chacun des intervalles, donc Z1, Z2, Z2, Z3, etc., bah, je vais obtenir n racines de P'. Donc, on obtient n racines distinctes de P'. Comme P' est de degré n, donc ce sont les seules racines. Ce sont les seules racines. Voilà. Ok, donc voilà, on vient de montrer qu'on a bien entre là, dans le cas où les racines de P sont toutes simples. Si les racines de P ne sont pas toutes simples, eh bien, nous en avons parlé lors de la preuve de ce théorème. Si on a une racine de P qui est de multiplicité plus grande que 2, alors cette racine sera aussi une racine de P' de multiplicité, la même multiplicité que P moins 1. Donc qu'est-ce qui va se passer? Je vais juste écrire une petite phrase pour dire ce qui va se passer dans ce cas-là. Mais si P admet des racines multiples, donc qu'est-ce que ça veut dire admettre des racines multiples? Ça veut dire que dans le lot, par exemple, on peut avoir ZI inférieur ou égal à blabla, inférieur ou égal à... donc pas inférieur ou égal, c'est égal. Donc on peut avoir ZI égale ZI plus 1, égale ZI plus 1, égale blablabla, égale par exemple ZI plus MI moins 1, ou bon, je sais pas, c'est peut-être pas le bon indice, mais bref, je pense que vous pouvez comprendre, je vais mettre M moins 1 comme ça, voilà. Donc si on a ça, puis bon après on a des inégalités strictes, bah, qu'est-ce qui va se passer au milieu? Bah, on sait que donc si ZI est de multiplicité, donc ici une multiplicité M, plus grand que 2, alors zeta, ZI est aussi c'est une phrase que j'ai écrite il y a quelques instants, hein, est aussi racine de P'.
de multiplicité m moins 1. Et donc qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire qu'on peut écrire zi égale zeta i en fait, égale zi plus 1, égale blablabla, égale zi plus m moins 2, égale zeta i plus m moins 2, égale zi plus m moins 1. Et si on regarde le nombre de zeta qui sont égales à zi, eh bien on va avoir exactement m-1. Donc on va avoir exactement les m-1 racines multiples égales à zi, quoi. Voilà, donc ça c'était un exercice de concours également, qui est tombé il y a quelques années de ça, peut-être 2016, 2015, 2016, au tout début de sujet ENS, pas l'exercice qu'on a fait ensemble là, mais la partie qu'on vient de faire là avec les racines de P' et de P qui sont entrelacées, c'était un début de sujet ENS. Donc bon, voilà, je me suis dit que ça peut être bien d'en parler à ce moment-là, avec ce cadre-là. Bon voilà, une fois n'est pas coutume, encore une vidéo d'une trentaine de minutes. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, si vous trouvez que cet exercice peut être utile pour d'autres copains, copines, n'hésitez pas à partager la vidéo, à partager la chaîne. N'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo si vous avez des questions ou autres. Et sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour l'exo de colle numéro 20. Voilà, salut à tous!